Bonjour à tous. Les attentes des élus pour le prochain mandat. C'est le thème de cette table ronde que je vais avoir le plaisir d'animer. Je suis Guillaume Doyen, le directeur de la rédaction de la Gazette des Communes. Pour parler de ce sujet social, puisqu'on parle bien des attentes des élus en matière sociale, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Lafont, adjoint au maire de Marolles-en-Mirepoix, en Essonne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également président de l'Union départementale des CCAS de l'Essonne. Hervé Guéry, vous êtes directeur du Compass, célèbre institut de recherche, de conseil, de tout, qui a quelques années maintenant, 4 décennies, plus de 30 ans. Romain Miron, vous êtes adjoint au maire de Maxéville et conseiller métropolitain du Grand Nancy. Bonjour. Patrick Lafont, la question qu'on peut vous poser tout de suite, c'est à quoi ressemblerait le CCAS de demain? Oui, vague question finalement. L'évolution de nos CCAS, en tout cas si on fait la photographie des activités qu'avait CCAS il y a une dizaine d'années, celle d'aujourd'hui et celle de demain, et demain il y aura une évolution très très forte. Si on interroge aujourd'hui les gens sur ce qu'est un CCAS, donc la plupart vont vous expliquer que finalement c'est une structure dont le but est de régler des factures d'énergie, d'aider des familles en difficulté. Si ça l'était, ça ne l'est de moins en moins finalement. On s'aperçoit que, par exemple, les aides alimentaires, elles ont migré vers les associations, je pense au Restos du Cœur. On est de moins interpellé par les problématiques de grande précarité. Mais à l'inverse, on est de plus en plus sur la logique d'accompagnement des familles. On voit bien qu'on est sollicité aujourd'hui dans le cadre du bien vieillir, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est de plus en plus dans ce modèle où nos accueils de CCAS sont des multi-accueils, multi-réorientation vers les structures dédiées. Le CCAS de demain, c'est un accueil de premier échelon, oui. On pourrait dire. Donc les gens perdus viennent vous voir et vous leur fournissez cette aide immédiate. On voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, on travaille nous au sein du département, à établir un guide pour former les acteurs qui demain accueilleront les publics. Aujourd'hui, on aura des personnes qui auront la connaissance de l'accueil, de la réorientation sur tel ou tel sujet qui viendra éduquer la famille. On est sur une problématique très forte du vieillissement de la population. On voit bien que dans le cadre du vieillissement de la population, ils sont très demandeurs d'actions très particulières finalement. C'est pas obligatoirement des gens qui ont des besoins financiers importants, c'est des gens qui ont besoin de conseils, d'animation, d'orientation et de suivi. Il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, vous avez dans le cadre du bien vieillir, de la santé. On s'occupe aujourd'hui de choses qu'on ne s'occupait pas il y a quelques années. Je passe des mises sous tutelle, on commence à remplir des dossiers de mises sous tutelle. On commence à avoir des gens dont la santé mentale est particulièrement dégradée, sur laquelle finalement les voisins ou la famille viennent nous voir parce qu'elle est perdue dans le modèle « qu'est-ce que je peux faire avec cette personne-là ». On a aussi quelque chose qui est nouveau chez nous, c'est les voyages, les loisirs. Ils sont très demandeurs aujourd'hui de faire en sorte qu'ils puissent accéder à des prix compétitifs, parce que généralement ce sont des gens qui sont des difficultés. Donc on voit bien que finalement, c'est en train de fortement évoluer. On est passé d'une structure d'aide à une structure d'accompagnement. Donc ça, il va vous falloir, parce qu'on doit parler des attentes. Là, vous avez dessiné un avenir désirable. Ça veut dire qu'il va falloir faire muter, si j'ose dire, votre CCAS. Oui. Et donc il y aura quelques besoins associés à cela. Oui, c'est surtout des besoins, il y a des besoins de formation, des besoins d'accompagnement, de mobilisation. Il y aura un gros travail de mise en relation qui n'est pas fait aujourd'hui. L'année dernière, on a fait un webinaire sur la prime ADAPT. On voit bien que nos CCAS n'ont absolument pas, n'ont absolument aucune connaissance de ça. Qu'est-ce que c'est une AMO? Tout ça sont des mutations qui vont se faire et des personnes qui viendront dans nos CCAS. C'est aujourd'hui dans nos accueils des communes, c'est qu'il y a le plus de personnes. Je retirais l'identité, c'est là où on a plus de personnes sur place. Donc on aura de la formation, on aura de la mise en relation. Il faudra sûrement des moyens particuliers, en tout cas différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Merci Patrick Lafont. Romain Miron, le retour à l'autonomie, vous m'en avez parlé quand on a préparé cet entretien. Qu'est-ce que ça signifie et en quoi ça va orienter votre politique dans le CCAS?
bien, le retour à l'autonomie, c'est relativement simple. Les publics que nous recevons sont des publics qui ont eu des parcours chaotiques la plupart du temps ou qui ont des accidents de la vie. Ça peut être la perte d'un conjoint, ça peut être le chômage, enfin ça peut être beaucoup de difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Le retour à l'autonomie, je vous donne un exemple relativement basique. On a 2 épiceries solidaires où ce n'est pas une distribution alimentaire que l'on fait, mais c'est comme une épicerie classique où les gens vont choisir les produits, ce qu'ils veulent manger, avec une seule condition, c'est la condition d'avoir un équilibre alimentaire. Et le fait déjà de ne pas avoir simplement un colis alimentaire où là ils vont manger entre guillemets ce qu'on va leur donner, ils ont un choix, c'est eux qui vont choisir les produits qu'ils désirent mettre dans l'assiette de leurs enfants, de leur famille. Ils ont également des ateliers cuisine qui vont leur permettre aussi de reprendre un petit peu le pouvoir de faire des propositions, d'agir en quelque sorte. Voilà, c'est un des exemples sur le retour à l'autonomie. Et l'autonomie, ça va être bien sûr l'accompagnement budgétaire, l'accompagnement pour régler leurs dettes, l'accompagnement sur la formation. C'est-à-dire que sur Maxéville, on a à la fois le CCAS, mais on est dans une maison du lien et de la solidarité où on fait un accompagnement global pour que la personne devienne autonome quand elle a perdu provisoirement ou temporairement son autonomie. Ce que vous me dites et ce que m'a dit Patrick Lafont, c'est qu'on fait beaucoup évoluer les missions des agents chargés du social dans les collectivités. Bon, moi ce que je connaissais, c'est on remplit un dossier et on touche de l'argent. C'est plus du tout ça. Alors ça n'a jamais été ça en fin de compte. C'est vrai que c'est l'image qu'on peut avoir de l'extérieur sur des demandes d'aide, mais les demandes d'aide sont toujours conditionnées à la situation financière des personnes et connaître précisément la situation, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, on est vraiment sur un accompagnement. C'est en fin de compte, on pourrait résumer, vous savez, c'est le proverbe chinois qui dit si tu donnes un poisson un jour à quelqu'un, il mange une journée, si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. Et donc la démarche d'autonomie, c'est vraiment un accompagnement. Ce sont des citoyens comme nous, comme tout le monde, on vit dans une communauté de destin et on est bien sur un accompagnement parce que, comme chacun d'entre nous, on peut avoir des fois des difficultés sur notre parcours. On peut trébucher, donc on les accompagne pour qu'ils se relèvent, pour qu'ils fassent à leur tour le chemin et qu'ils soient peut-être en capacité demain d'accompagner d'autres personnes parce qu'ils auront vécu une situation particulière. La mairie, les CCAS dans les communes, c'est le dernier filet de sécurité. On a un taux de pauvreté qui est à 15% aujourd'hui. À Maxéville à Maxéville. Alors, au niveau national, le taux de pauvreté, c'est 15%. Des villes comme Maxéville, où on est une des communes les plus pauvres de notre agglomération, enfin au niveau de la métropole et au niveau national, ça veut dire que dans les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers sensibles, les taux de pauvreté montent à 40, à 50, 60%. Merci Monsieur Miron. Hervé Guéry, donc je rappelle que vous êtes le directeur du Compass. On va aborder le sujet du vieillissement maintenant, parce que quand on parle des attentes des élus, il faut parler de ce sujet qui semble le problème numéro 1 du mandat qui arrive. Alors le vieillissement n'est peut-être pas en soi un problème, en fin de compte c'est aussi peut-être une opportunité, et puis c'est une chance qu'on peut tous avoir de vieillir. Donc la question c'est comment en effet la collectivité locale s'adapte au vieillissement de la population. Ce qu'il faut simplement dire, c'est quand on parle du vieillissement, c'est pas la même chose quand on a 63 ans que quand on en a 95. Et derrière cette question du vieillissement, il y a des enjeux qui sont multiples. Alors, moi, je pense pour les CCAS, c'est là où il y a un enjeu et que ça peut devenir en effet problématique, c'est la question de l'isolement. L'isolement des seniors. Il faut quand même savoir qu'en France, quand on avait 100 personnes isolées il y a 15 ans, on en a 150 aujourd'hui et qu'à la fin du prochain mandat, il y en aura 200. Donc c'est sûr que cette explosion de l'isolement nous interroge, même si isolement dans ce logement ne veut pas dire forcément isolement social. Oui. Je peux avoir un très bon réseau de relations. Il n'en demeure pas moins que quand arrive le vieillissement, quand arrivent les problématiques liées à la mobilité, eh bien inévitablement l'isolement résidentiel va commencer à devenir un isolement social. Et puis de l'autre côté de l'échelle de la vie des seniors, il y a aussi maintenant l'allongement de la période d'activité, qui a d'ailleurs un effet
sur les seniors plus âgés, puisque ce sont souvent les enfants de ces seniors plus âgés qui autrefois ne travaillaient pas et qui aujourd'hui travaillent, donc qui sont moins disponibles en matière de solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire, si je bosse tous les jours, je ne peux pas aller faire les courses, je ne peux pas emmener chez le médecin mon père ou ma mère qui a 90 ans. Donc il y a cet effet-là, mais il y a aussi cet effet qu'on commence un petit peu à anticiper dans les CCAS, mais qui à mon avis va fortement exploser, c'est la part de tous ces jeunes seniors qui n'arrivent plus à trouver de boulot, parce que à 62 ans, retrouver du travail c'est compliqué, à 60 ans, faire une reconversion professionnelle c'est quasiment impossible, et on retrouve déjà une augmentation du chômage des seniors, une augmentation de ces seniors en situation de précarité, et qu'on va commencer à voir, et qu'on commence à voir depuis quelques temps, dans les CCAS en matière d'aide financière. Je voulais juste prendre les deux extrêmes, mais entre les deux, il y a plein de choses, et je voudrais juste signaler le super travail qui a été réalisé par l'UNCAS sur la question du logement des seniors, parce que c'est vraiment un enjeu énorme. Comment on accompagne aussi les seniors dans un parcours résidentiel, et pour les CCAS, ça va être demain un enjeu très très fort, puisqu'on ne le sait peut-être pas, mais 84% des seniors vivent dans un logement qui est sous-peuplé. Dans une période où on n'arrive pas à trouver de logement pour les plus jeunes, eh bien cette question du sous-peuplement, qui est aussi une question comment est-ce que je pourrais dire, de qualité d'entretien du logement, puisque si j'ai 3 pièces de plus et si je suis très âgé, j'arrive plus à les entretenir, et le système d'aide ne me permettra pas, le professionnel qui vient faire le ménage ne fera pas les ménages des 3 chambres qui sont à l'étage, puisque ce ne sont pas les pièces vécues. On a aussi des enjeux là énormes en matière d'entretien du patrimoine dans nos collectivités. Et cette question du parcours résidentiel, de la cohabitation intra- ou intergénérationnelle, il y a de belles opportunités, de belles initiatives pour les CCAS de demain. Merci beaucoup Hervé. Patrick Lafont, je vais vous repasser le micro. Alors le vieillissement, c'est pas un problème, il faut quand même apporter une réponse à ce sujet. Quel type de réponse sociale on peut imaginer? Vous avez déjà décrit les nouvelles missions dont pourraient se charger les CCAS. Vous entrevoyez comment ce sujet? Ce que je disais tout à l'heure, mais ça rejoint un peu ce que le CCAS aujourd'hui accompagne souvent des familles, je dirais, avec des difficultés qui sont liées à la famille. Je pense aujourd'hui les familles monoparentales, ça vieillit, les familles monoparentales aujourd'hui, on se retrouve souvent à difficultés. La lutte contre les violences faites aux femmes, quel que soit l'âge, quel que soit le moment, c'est le CCAS. Le logement indigne aujourd'hui, c'est le CCAS. Et en fait, on s'aperçoit finalement qu'on est sur tous les types de générations, sauf qu'aujourd'hui, on va avoir un vrai problème de logement pour une partie de nos seniors, souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens de garder les logements qu'ils ont parce que ça leur coûte trop cher. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant, mais finalement qu'on a commencé à connaître. Et nous, comment on va s'organiser? Écoutez, on a des résidences d'autonomie, il faut les financer. Je ne suis pas persuadé aujourd'hui qu'on ait des financements, qu'on aura les financements. Je suis inquiet, je dirais, des modalités de mise en œuvre, de tout ce qui sera autour du vieillissement de la population. Donc, si vous voulez, je suis à côté, je me dis, je vois bien arriver des choses, et de l'autre côté, je me dis, je ne sais pas si le mur que j'ai devant moi, on ne va pas se le prendre. Je suis toujours dans ce même modèle-là, où j'ai des difficultés à et quand je discute avec des homologues, parce que c'est intéressant de voir, et notamment les grosses communautés, parce qu'on a des grandes villes de plus de 50 000 habitants, eux, ils sont dans une situation aujourd'hui de gestion de masse des problématiques, ce qui souvent leur pose des gros problèmes, notamment pour trouver une solution adaptée. Et plus que jamais, je pense que nos équipes qui recevront les publics dans les années à venir seront des publics formés différemment que celles qu'on a connues auparavant. Ils accompagneront les gens au quotidien, etc. Vous savez, nous, on a connu la lutte contre les violences faites aux femmes il y a à peu près 2 ou 3 ans en arrière parce qu'on a eu un drame sur la commune d'à côté. On s'y est tous mis. Mais en fait, il a fallu aujourd'hui mettre tout en œuvre. Former nos gens, comment on les accueille, comment on les oriente, quelles sont les associations, le logement. C'est un exemple parmi d'autres, avec une problématique de raréfaction financière. Moi, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. Alors, vous faites bien de le dire, parce que c'est la question que je voulais poser aussi à Romain Miron. S'il y a moins d'argent public, comment vont faire les CCAS? Quels choix? Quels arbitrages? Bon, on sait que les collectivités vont devoir payer.
Mais elles vont devoir arbitrer de leurs dépenses. Bon, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Alors je ne sais pas si la ville de Maxéville sera l'exception qui confirme la règle. C'est vrai que partout on réduit les financements et automatiquement les politiques de solidarité sont impactées. Depuis 10 ans à Maxéville, on a décidé de sanctuariser le budget du CCAS, c'est-à-dire que bon an, mal an, le financement du CCAS est sanctuarisé, ne bouge pas. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant. C'est-à-dire que ce qu'on développe par ailleurs, c'est des partenariats avec des associations amies pour trouver un complément. Par exemple, on parlait des épiceries solidaires tout à l'heure. Les épiceries solidaires et un partenariat bien sûr avec la banque alimentaire, mais on met en place aussi des jardins partagés, ce qu'on appelle chez nous le lopin de Léo ou une ferme urbaine, où là, tout à l'heure on parlait du retour à l'autonomie. Les personnes qui sont en grande difficulté, qui sont bénéficiaires de l'épicerie solidaire, peuvent aller cultiver leur lopin de terre pour avoir leurs propres légumes, etc. Et donc ça, c'est une source alimentaire qui ne dépend pas des subventions qui nous viendraient de l'État. Alors effectivement, c'est un choix politique qui fait que pour les personnes qui sont les plus en difficulté, on ne va pas en plus leur réduire les peu de moyens qu'on peut leur allouer. Donc s'il y a des arbitrages, ça ne sera pas au détriment du CCAS. C'est ça votre... S'il y a des arbitrages, ce ne sera pas au détriment du CCAS. Sanctuariser, pour l'instant, hein. Sanctuariser le budget du CCAS, ça a été notre première priorité. Okay. Dans une ville qui a beaucoup de difficultés parce que c'est la sociologie de notre ville, on l'assume, on l'assure et on ne bouge pas là-dessus. Il est hors de question qu'on dise à nos concitoyens, eh bien, l'accès à l'épicerie sera fermé parce qu'on n'a plus de subventions pour le garder ouvert. On a sanctuarisé, c'est gravé dans le marbre, ça fait partie de notre politique de solidarité. Merci beaucoup Hervé Guéry. La pression sur les dépenses, qu'est-ce que cela peut ou va produire à votre avis ? Alors, je pense qu'en effet, on a un vrai travail d'explicitation autour de la situation des personnes en difficulté dans nos territoires pour justement éviter que cela se traduise par une diminution du bien-être des populations les plus fragiles, quelles qu'elles soient. Un des éléments qui moi m'a le plus marqué au cours de ma vie professionnelle, ça a été de découvrir qu'en fin de compte, les populations les plus pauvres sont celles qui coûtent le moins cher en termes de politique publique. Alors je ne vais pas jusqu'à dire pour dépenser moins dans nos communes, augmentons la pauvreté, ce serait quand même un peu extrême je crois, mais l'idée elle est quand même là, c'est qu'en fin de compte, les populations les plus pauvres sont celles qui mettent le moins leurs enfants dans les modes d'accueil, sont celles qui mettent le moins leurs enfants à la restauration scolaire, sont celles qui mettent le moins leurs enfants en périscolaire, dans les centres de loisirs, sont celles qui utilisent le moins les activités culturelles, sont celles pour lesquelles les pratiques sportives sont les plus faibles, sont celles sur lesquelles il y a le moins de dépenses en matière, par exemple, d'aéroport ou autre. C'est-à-dire que nos grandes dépenses publiques, ou d'études supérieures pour les enfants, nos grandes dépenses publiques, eh bien, en fin de compte, ne sont pas activées par les populations les plus pauvres. Donc de ce fait-là, arriver à se dire, nous, au niveau local, on a une baisse de nos ressources, donc on va réduire les moyens qu'on met en direction des populations les plus fragiles, eh bien c'est quelque part un non-sens. Il me semble que justement, ce qui serait le plus pertinent pour éviter que la pauvreté elle se réplique et qu'en fin de compte les enfants deviennent aussi en situation de pauvreté, eh bien c'est permettre aux familles, aux enfants d'accéder aux politiques publiques. Un enfant qui aura été dans une crèche, un enfant qui aura eu du périscolaire, qui aura eu de l'accompagnement scolaire, qui aura fait de la pratique culturelle, qui aura été au conservatoire, qui aura, été inscrit à l'école de musique ou inscrit dans un club sportif, eh bien cet enfant-là, inévitablement, il ira beaucoup mieux que s'il n'a pas bénéficié de tout cela. Et donc je crois que le rôle des CCAS de demain, dans cette idée-là, il est aussi de faire que les CCAS soient de véritables activateurs de l'action publique qui est menée par les services d'une collectivité locale. Le service mobilité, le service petite enfance, le service éducation, etc. Et demain, il me semble qu'un des leviers qu'auront les CCAS, c'est d'être cet activateur.
Donc vous êtes plutôt d'accord avec Patrick Laffont et même avec Romain Miron sur le principe. Il faut varier les activités, être une espèce de tête de pont vers le social, quoi. C'est ça? Tout à fait. Puis on peut aller bien au-delà, par exemple, sur la question de l'emploi, sur la question de la mobilité, etc. Ça me fournit une petite transition pour Patrick Laffont. Est-ce que vous attendez, mais on dirait que oui, une refonte du système d'organisation? Ça va se faire naturellement. Oui. Ça va se faire naturellement. Je pense que ça a débuté déjà. On voit bien parce que dans les réunions qu'on a, on a mis en place un collège des experts, une dizaine de directrices, on les voit bien qu'elles sont déjà dans le mouvement de demain. Elles ont bien compris qu'effectivement, ils ont un tas de problèmes pour y accéder, évidemment, mais elles ont compris que ça allait évoluer. Le problème qu'ils auront, c'est qu'il y a des élections municipales et que dans quelques mois en arrière, que ça bouge beaucoup. Et donc l'inquiétude qu'ils ont, c'est effectivement comment on sanctuarise, je dirais, des financements, parce qu'elles sont particulièrement conscientes qu'il va falloir à un moment ou l'autre garder ça si on veut sauvegarder un bras de la social dans ce pays. Merci. Romain Miron, et vous-même? Bien, écoutez, je vais, pour terminer, citer Socrate. D'abord, ne pas nuire. D'abord, ne pas nuire, c'est-à-dire que quand il y a une baisse des APL, quand il y a une augmentation des loyers, quand il y a une augmentation du coût de l'énergie, c'est les populations les plus fragiles qui vont en souffrir. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, c'est beaucoup plus un travail de coordination avec notamment la caisse d'assurance familiale, tous les organismes qui ont aussi, entre guillemets, le pouvoir d'améliorer les conditions de nos concitoyens les plus fragiles. Et donc, bien sûr, en priorité, ne pas nuire et puis travailler peut-être sur l'hybridation. On a parlé tout à l'heure des personnes âgées, des personnes isolées, etc. On est vraiment en transversalité, à la fois avec le département, avec les régions, avec toutes les strates de la société pour effectivement bien protéger, accompagner et rendre plus autonomes les personnes en grande difficulté. Donc, si déjà on arrive à ne pas nuire aux personnes les plus en difficulté, ça sera déjà un grand pas en avant. Merci beaucoup Hervé Guéry. Je vais vous laisser conclure en quelques phrases. Je ne vous presse pas, il reste une minute ou deux. Il y a plein de grands enjeux, on en a vu quelques-uns sur les missions des CCAS, leur organisation, sur le financement, sur le vieillissement, mais il y a des sujets dont on n'a pas parlé, forcément en 30 minutes. C'est quoi celui dont vous voudriez parler? Eh bien, on est passé à côté, quoi. Oui, je me dis, c'est la population fragile invisible. Alors, je sais bien que ce terme d'invisible, il est souvent remis en question, c'est pas un beau terme, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'entre 2004 et aujourd'hui, on a 2 millions de personnes en situation de pauvreté en plus. Ça fait quelques centaines dans nos communes, dans chacune des communes. Et ces populations, pour une grande partie d'entre elles, sont des populations qui, jusqu'à présent, n'ont jamais été trop concernées par l'action publique, par l'action d'un CCAS. Et donc, c'est cette question des personnes qui peuvent être en temps partiel subies, toutes ces personnes âgées qui peuvent vivre sous le seuil de pauvreté, des personnes en situation de handicap, des personnes migrantes qui sont aussi exclues et qui sont très fortement concernées par la pauvreté, des familles monoparentales et de leurs enfants. Et moi je me dis comment est-ce que dans nos actions et l'action du CCAS, eh bien en fin de compte on va être en capacité d'aller vers. Okay. Et pour approcher et non pas d'être en situation d'attente, c'est-à-dire comment en allant vers, on permet aussi cette action de médiation vers les politiques publiques, vers les réponses dont on dispose, etc. Et le CCAS va sans doute être de plus en plus cet acteur de médiation important pour demain, et notamment en direction de ces populations dites invisibles, en tout cas ces populations qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent et qui naturellement ne viendront pas vers un CCAS, non pas parce qu'elles ne le connaissent pas, mais surtout parce qu'elles en ont peur, parce que pour elles c'est peut-être aussi un pas qu'elles ne veulent pas franchir, et derrière, eh bien, c'est comment nous on le franchit pour elles. Et pour approcher ces populations, il me semble qu'un des grands enjeux, et ça rejoint ce que vous venez de dire aussi, eh bien, c'est la connaissance, c'est le faire savoir, et c'est ne pas avoir peur de communiquer, d'expliciter et de parler
de cette réalité sociale difficile dans une société où on a l'impression que tout va bien, mais en fin de compte, il y a une grosse partie de la population pour qui ce n'est pas le cas.